c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis les studios de RLP 102.3, depuis le stade Parrot à Coulommiers-Chamiers, en bordure de Périgueux. RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Alors aujourd'hui, artisan du bâtiment, bâtir sa boîte, un chantier qui vaut le coup. Nous recevons du gros, du lourd, on y va carrément. C'est la CAPEB, le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. Organisation professionnelle s'il en est, avec pour nous le président Jean-Louis Benoît. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être revenu. capeb24.com, accompagné par la secrétaire générale et qui met en place le dispositif CréArtBat, Magali Tournier. Madame Tournier, bonjour. 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 Eh bien écoutez, aujourd'hui nous parlons entrepreneuriat, nous parlons bâtiment, nous parlons artisan, nous parlons se mettre à son compte. Ce sont les actualités, la chronique de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Alors en France, le bâtiment, comme on l'a déjà dit, c'est du lourd. 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et environ 1,2 million d'emplois, dont 80% dans des TPE-PME. Là on y est, c'est la petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Enfin on verra, on en reparlera. Les artisans du bâtiment, maçons, plombiers, électriciens, représentent 400 000 entreprises, souvent des micro-entreprises ou des structures de moins de 10 salariés. Mais attention, le secteur tous, au premier trimestre 2025, l'activité a chuté de 2,5%, avec des corps de métier comme les couvreurs ou les peintres particulièrement touchés. La faute à l'inflation, au taux d'intérêt élevé, à une baisse des mises en chantier, moins 10% en 2024, et mon petit doigt me dit, j'ai cru entendre ici et là, une diminution des chantiers lancés par l'État et les grosses sociétés. Forcément, ça se répercute au niveau des petits. Mais créer sa boîte dans le bâtiment, c'est un pari audacieux mais accessible grâce à des organisations spécialisées. Et c'est là qu'on y arrive. Ces structures jouent les contremaîtres. Elles aident à monter un business plan, obtenir des financements, faire de la communication, naviguer dans la jungle administrative, licence, assurance, TVA, URSSAF, taxes professionnelles, Par exemple, un artisan qui lance sa TPE a besoin d'un investissement initial de 15 000 à 50 000 euros par an, ça dépend. Il faut voir, ce n'est pas que du service, il y a aussi du matériel et des outils, mais il peut viser un chiffre d'affaires à 6 chiffres s'il est bon dès la première année. Les aides comme le prêt à taux zéro ou le dispositif France Relance allègent beaucoup la facture. Il y a les chambres des métiers, il y a les CCI, et puis on le verra, là, il y a effectivement CréArtBat qu'il faudra aller voir. Alors les Français aiment bien, les Français privilégient les artisans pour les rénovations, surtout pour les rénovations énergétiques, notamment avec les aides. Ma prime Rénov et tout a quand même drainé 2,5 milliards en 2025. Et puis c'est un secteur, on a dit beaucoup de mal des métiers du bâtiment, mais on a une pénurie de main d'œuvre. Il y a 30 000 de postes vacants en 2024. Et puis bon, alors on parlera éventuellement de la réforme de la TVA pour tout entrepreneur qui a été annulée pour le moment. Mais Jean-Louis Benoît, dans le syndicat, là, cette espèce d'overview là, de regard sur le marché, la situation économique du secteur, ça vous parle, ça correspond? Ouais, aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe sur le secteur du bâtiment. D'accord. Donc on a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté de trésorerie. Il y a aussi des entreprises qui sont en train de finir de rembourser leur PGE. Ah oui, ça, on n'y en dira jamais. On paye encore le Covid un petit peu. Ouais, on paye encore le Covid. Difficulté de main d'œuvre. Ouais, aujourd'hui, on a un manque de main d'œuvre qualifiée. Mm-hmm. Donc, on se retrouve avec des chantiers qui avancent pas aussi vite qu'ils devraient avancer. Et puis, aussi cette concurrence déloyale des micro-entreprises. Et les micro-entreprises, oui, mais les micro-entreprises, de toute façon, c'est assez limité. Assez rapidement, elles passent en SAS, en SASU, elles passent en TPE, PME. Magali Tournier, on y arrive tout à fait. Qu'est-ce que CréArtBat? En fait, vous poussez, vous aussi, aux gens à s'installer, mais la remarque de monsieur Benoît, là, sur l'auto-entrepreneur, elle n'est pas compatible avec CréArtBat? Elle est compatible parce que justement, CréArtBat peut accompagner les auto-entrepreneurs dans la bascule. Alors quand vous dites que les micros basculent assez rapidement, eh bien non, pas forcément. Elle s'installe dans ce dispositif
dispositif qui n'est pas pérenne, qui n'est pas très rentable. Quand on regarde les chiffres et quand on leur explique par A plus B les cotisations qu'ils payent, la récupération de TVA qu'ils n'ont pas, on s'aperçoit que c'est pas rentable dans le bâtiment, je précise, dans le bâtiment, puisqu'il y a quand même beaucoup d'achats de matières premières dans le bâtiment. Donc, et qui dit achat matières premières dit jouer avec la TVA. Voilà, jouer avec la TVA, et sachant que pour les micros, on paye des cotisations sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc c'est toute une gymnastique fiscale qu'il faut comprendre. Ah oui, et puis là, c'est du service ou c'est de la vente? Parce qu'en micro, il faut choisir. Et oui, c'est pas pareil du tout. Il y a les deux. Et du coup, ça rend ce statut juridique absolument pas rentable. Et pas clairement, pour vous, très clairement, on n'est pas rentable du tout. Du tout. Donc il y a d'autres dispositifs et d'autres formes juridiques et formes fiscales qui existent dans le bâtiment, qui sont tout aussi simples et tout aussi rentables surtout, et qui n'ont pas cette limite de plafond. Quand on crée une entreprise, se dire que vous pouvez pas déplacer 35 000 €, moi j'ai du mal à comprendre la démarche. Ouais, et puis, comment dirais-je, est-ce qu'on apprend vraiment aux techniciens, aux manuels, dans les CFA ou dans les centres de formation, à devenir entrepreneurs? Et non. D'accord. Et donc, c'est là que vous intervenez? Voilà, c'est là qu'on intervient, parce que le geste professionnel, ils l'ont, il n'y a pas de souci. Par contre, le choix de la forme juridique, du statut de l'entreprise, la compréhension des cotisations fiscales, sociales, comment calculer son coût de revient, à combien je dois vendre mon travail pour que ma boîte soit rentable et qu'elle me rémunère à la hauteur de ce que j'attends, quelles sont les assurances, les obligations contractuelles, les devis, les conditions générales de vente. Tout ça, ce sont des éléments qu'ils ne connaissent pas et que l'on découvre dans Créarbat. Donc c'est très complémentaire et c'est le préalable à toute démarche de création dans le bâtiment. Eh bien écoutez, c'est Magali Tournier de Créarbat, qui est aussi secrétaire générale de la CAPEB 24, avec son président monsieur Jean-Louis Benoît. Ne bougez pas, ce sont les invités de la semaine, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Jean-Louis Benoît, CAPEB 24, organisation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire CAPEB? Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. D'accord. Alors expliquez-nous très clairement, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment? Ça sert à quoi? Comment ça marche? Alors aujourd'hui, c'est simple, c'est une évidence pour une entreprise. On devient chef d'entreprise, on décide de monter sa boîte et on se retrouve devant des contraintes, comme vient de le dire Magali, au sujet de Créarbat, des conditions générales de vente pour être carré dans les devis, avoir les bonnes formules sur les devis. Pour monter en technicité de nos métiers, il nous faut des formations. Donc aujourd'hui, la CAPEB propose tout ça, un soutien juridique aussi pour quand on commence à avoir des salariés. Qui dit salarié dit aussi des réponses à des questions des salariés. Donc voilà, on peut s'appuyer sur la CAPEB Dordogne. D'accord. CAPEB Dordogne, vous avez combien d'adhérents? 740 adhérents. Oui, en Dordogne, mais je crois que au niveau national, vous en avez beaucoup plus. 61 000. Oui, donc c'est un syndicat qui est relativement présent. Quel est l'intérêt d'avoir un syndicat d'entrepreneurs? Tout simplement, c'est une sûreté pour l'entrepreneur, quoi. Oui. Souvent, les entreprises vont se dire mon comptable a la réponse. Et non, pas forcément. Je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Je dirais plutôt que le comptable, c'est tout ce qui est chiffres. Chiffres pour l'entreprise. Après, tout ce qui est le service, les formations, le juridique, tout ça, il faut s'appuyer sur un syndicat comme la CAPEB. Alors si on pense syndicat, généralement, on pense réseau, on pense entraide, on pense aussi négociation. Bien sûr. Là, en tant qu'entrepreneur, les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un syndicat de patron. On va déjà rappeler aux gens que lorsqu'on a une TPE ou une PME, on n'est pas un grand patron du CAC 40. On reste des gens du peuple, de rien. C'est la grosse nouveauté par rapport au schéma il y a 200 ans. Parce que ça n'existait pas forcément à l'époque. Mais bon, vous allez négocier quoi avec qui? On négocie plein de choses avec plein de monde. Oui. Voilà. Notamment les grilles de salaire, donc les négociations paritaires. D'accord. Où on va négocier les augmentations de salaire. On a aussi les qualifications, donc tout ce qui est Qualibat, où on va partir sur toutes les normes ISO, les normes d'isolation. Les dossiers de qualification surtout, où on va être présent pour que les entreprises aient leur dossier de qualification carré, pour que ça soit tout le monde pour pareil, et plein de choses comme ça. D'accord. La formation, vous allez rentrer dans la formation? Ah oui, bien sûr, la formation c'est un gros domaine, surtout
à la CAPEB Dordogne, où on propose multiples formations, mais c'est Magali qui vous en parlera le mieux. D'accord, écoutez, Magali Tournier, voilà, c'est parfaite transition. Avant d'aller sur CréArtBat, on va déjà essayer de former les gens avant de les lancer dans une entreprise. En Dordogne, quels sont les gros centres de formation où on est impliqué, où on crée la main-d'œuvre dont on a besoin? Alors, il y a deux parties dans la formation. Il y a la formation initiale, donc toute la partie apprentissage, donc dans les CFA essentiellement. Et nous, ce que l'on promeut en tant qu'organisation patronale, c'est la montée en compétences tout au long de la vie professionnelle. Les métiers évoluent. Donc les artisans et leurs salariés doivent évoluer. La CAPEB Dordogne, on organise 6000 heures de formation à l'année. C'est quand même important. Donc on les forme sur des métiers techniques, pompe à chaleur, les démarches de qualification RGE, la santé-sécurité, l'habilitation électrique, sauveteur secouriste, la IPR, etc., les CACES. Et après, on forme aussi sur la montée en compétences en gestion, sur le calcul du coût de revient, sur le management, pour ceux qui veulent recruter leurs premiers salariés, connaître les nouvelles les obligations d'employeur. Donc on est sur une vraie montée en compétences tout au long de la vie du chef d'entreprise. Donc il y a la formation initiale. Oui. Les CAP et les CFA. En Dordogne, ce sont quels noms? Ils sont où? On a le CFA BTP du bâtiment qui est à Périgueux. On a IDC Pro à Bergerac. On en a d'autres du côté de Sarlat. On n'est pas les plus fournis, mais il y a le LEP de Chardeuil notamment. D'accord. Et puis après, il y a la formation continue. Exactement. Donc là, la formation continue, c'est plutôt à la carte. Alors, effectivement, j'ai devant moi un joli dépliant avec une fusée qui essaye de rattraper Elon Musk, là, mais elle a des réacteurs en plus, avec marqué... Elle va dépasser Elon Musk. Dépasser Elon Musk, obligatoire. Enfin, elle n'est pas en train de lancer une décapotade dans l'espace, mais bientôt, bientôt. Dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises et du bâtiment, éligible au CPF. Et oui, parce que nous nous sommes croisés au salon de la reconversion professionnelle. Oui, parce qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un bon artisan. Et beaucoup de gens, parfois, sont salariés, puis ont envie de se mettre un petit peu à leur compte, pour des raisons X, Y ou Z, qui leur appartiennent. Et là, si je lis derrière, CréArtBat, création artisan en bâtiment. C'est construire votre statut juridique et fiscal, vos prix de vente, la rédaction de vos devis, vos taux de TVA, les achats de vos matériaux, vos assurances, vos qualifications, votre communication. 2 jours à Marsac-sur-l'Île, 280 € net, éligible au CPF. Je suppose que c'est TTC. Oui. Voilà, avec information auprès de la CAPEB. Alors, on ne fait pas créartbat.fr, on va sur le site de la CAPEB 24. Exactement. D'accord. Mais écoutez, d'où vient cette idée? Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de mettre en place ce dispositif CréArtBat avec la communication qui va autour? C'est pour pallier au manque de main-d'œuvre? Non, tout simplement, en 2019, le stage préparatoire à l'installation qui était obligatoire dans les chambres de métiers est devenu facultatif. Donc, mon rôle en tant que secrétaire général a été d'alerter mes élus, artisans du bâtiment, en leur disant qu'est-ce qu'on fait pour nos ressortissants du bâtiment? On va pas leur apprendre le geste professionnel, mais par contre, la gestion, calculer son coût de revient, les obligations légales et fiscales, qui est-ce qui leur dit? Donc on a décidé, le conseil d'administration a donné carte blanche pour créer un dispositif unique en France. Donc la CAPEB a créé en 2019 CréArtBat, c'est une marque déposée par la CAPEB Dordogne qui aujourd'hui est déployée dans environ une 50aine de CAPEB en France que l'on a mis à disposition pour accompagner les créateurs du bâtiment dans la création d'entreprises. Voilà. Aujourd'hui, on a formé 350 porteurs de projets depuis 2019. Oui, c'est très honorable, mais ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas là pour forcément pousser les gens à se mettre à leur compte, vous êtes là pour accompagner des gens qui, déjà au départ, le faisaient, mais peut-être pas comme il le faut. C'est ça, en fait, dans l'esprit ? Il y a un petit peu de tout. Alors effectivement, on n'est pas là pour enjoliver le métier d'entrepreneur, puisque ça n'est pas simple, le métier d'entreprendre. Mais on est là pour leur apprendre les règles et les réglementations du chef d'entreprise. Donc après, ils font leur choix. Est-ce qu'ils y vont ou est-ce qu'ils y vont pas finalement? S'ils y vont, on continue de les accompagner. S'ils souhaitent ne pas constituer leur entreprise,
On a besoin dans nos entreprises de salariés, donc il n'y a aucun souci, ils trouveront du travail de suite. Je veux dire, vous n'êtes pas mandaté uniquement pour leur dire les règles, être sûr qu'ils filent le droit. Vous êtes là aussi pour les aider, leur aider à faire des factures et puis à trouver des clients, à étudier le marché. On est là pour leur faire prendre conscience que quand on monte une entreprise, c'est pas pour faire n'importe quoi. D'accord. Parce qu'on... Il y a une notion de cadrage. Il y a une notion de cadrage et de sensibilisation. Ils interviennent chez des particuliers, chez des personnes âgées. C'est souvent les travaux d'une vie qu'ils réalisent pour leurs clients avec des sommes financières assez importantes. Donc il y a une responsabilité qui est liée à ça. Il y a des normes, des DTU qu'il faut respecter. Mais au-delà de ça, on leur explique que l'entreprise doit les rémunérer à juste valeur, qu'ils doivent prendre du plaisir dans leur métier de chef d'entreprise et être fiers de ce qu'ils font. D'accord. Donc on les sensibilise plutôt là-dessus. Okay. Et on les guide aussi, cette formation sert à les guider. Aujourd'hui, on est en France, des statuts juridiques, il y en a plein, SAS, SARL, EURL, EIRL, voilà, on a des formes juridiques dans tous les sens. Donc cette formation-là sert aussi à choisir toute cette bonne forme juridique qui sera adaptée aux créateurs, et de là, on les aide à avancer. Après, devenir chef d'entreprise, c'est se lever tous les matins, encore plus tôt que quand on est salarié, et se coucher et débaucher plus tard que quand on était salarié. Comment devient-on président d'un syndicat patronal ? J'avoue, est-ce que vous étiez entrepreneur ? Ah oui. Est-ce que vos parents étaient entrepreneurs ? Oui. Donc culturellement, voilà. Sociologiquement, déjà, dans la famille, vous étiez entrepreneur, vous l'êtes devenu aussi, vous avez fait un passage en salarié ou vous êtes passé entrepreneur directement ? Alors moi, j'ai une entreprise de peinture, d'isolation et de carrelage et j'ai 7 salariés et un apprenti aujourd'hui. Vous pouvez la citer ? Voilà, oui, c'est l'entreprise Jean-Louis Fils. D'accord. Et du coup, c'est une entreprise familiale où j'ai rejoint mon papa en 2004. Qui était juste peintre avec 2 salariés. Donc j'ai rejoint cette entreprise et puis donnant volant, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour faire avancer cette entreprise et puis je l'ai reprise en 2016. D'accord. Seul, où mon papa est parti à la retraite et moi j'ai... Reprise d'entreprise, il y a aussi un sujet. Ouais, tout à fait. Ouais. Même si vous avez passé un temps à l'intérieur, parce que c'était votre papa, c'est quand même un sujet. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir un super papa parce que on s'entendait très bien et tout déroulait. Et après, les temps changent, les clients changent aussi, donc on cherche à un peu plus se sécuriser qu'avant et tout ça. Donc on se rapproche de la CAPEB et puis on se dit tiens, pourquoi je rentrerai pas au conseil d'administration ? Et puis on rentre au conseil d'administration, on se dit qu'est-ce que je fais là ? Il y a des gens quand même qui connaissent plein de choses et puis hop, et puis on apprend, on aime et on avance et on finit président, ouais. Après, voilà, j'ai été soutenu par l'ancien président, Frédéric Léogier, qui m'a très très bien accompagné. Et donnant volant, derrière, c'est le conseil d'administration qui m'a élu président. Et puis entrepreneur, c'est bien d'avoir un réseau. C'est bien de se mettre dans un collectif, de ne pas rester seul dans son aquarium ou c'est très important. C'est très important de voir ce qui se passe ailleurs, de respirer un autre air, de voir comment font les autres. Et c'est ce que je dis à tous les artisans que je croise. Oui, ne restez pas concurrents. Voilà, on n'est pas concurrents, on est là pour s'entraider, discuter, échanger. C'est ça qui fait avancer les choses. On le rencontre souvent en formation d'ailleurs, où on se dit putain, je suis en formation, qu'est-ce que je vais faire ? Et tout ça, et en fait on voit qu'on échange avec les collègues et qu'on se rend compte que les collègues ont les mêmes difficultés et du coup on se dit lui il a mis ça en place, c'est une bonne idée, je vais me mettre ça aussi chez moi, et c'est comme ça qu'on avance. C'est l'appartenance à un groupe aussi. Ouais, tout à fait. Et vous aviez, juste après, vous aviez quelle qualification initiale en tant qu'artisan? Moi j'ai un BEP CAP grosse œuvre et un bac pro aussi. Après, j'ai baigné depuis tout Vous avez intervenu personnellement, intervenu. Okay. D'accord. Ok, Magali Tournier. Pareil, vous êtes entrepreneur, vous avez une société? Ah non, moi je suis salarié de la CAPEB, mais depuis 23 ans. Ah c'est pour ça qu'elle a une vision moraliste. Bon. C'est pour ça. Non, mais c'est bien parce qu'il faut avoir toutes les visions. Voir la vision de celui qui est salarié, de l'entrepreneur. Et la vision de l'entrepreneur, moi je rappelle toujours, quand j'étais à Dublin, dans la rue piétonne, des gens nous donnaient des prospectus
pour qu'on se mette à son compte, c'était le gouvernement, mais c'était pour générer des gens qui fassent de l'activité. C'était pas pour faire de la discipline ou expliquer qu'il fallait vraiment remplir les formulaires. Vraiment, l'idéologie était extrêmement différente, c'est les pays anglo-saxons. La France, avec son administration, son administratif, on va dire, a une vision de l'entrepreneuriat qui est différente, qui est quasiment... on rencontre parfois d'ailleurs des gens qui me disent « moi je suis directeur, mais salarié ». Bon. Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que salarié, vous avez voulu organiser une formation pour devenir entrepreneur ? 22-23 ans de CAPEB, je crois que mes élus me disent souvent tu gères la CAPEB comme si c'était ta propre boîte. Je crois que c'est un petit peu ça. Et l'intérêt qu'il y a eu dans tout ça, c'est alors non pas d'être moraliste et de leur dire remplissez bien les papiers qu'il faut, mais je vous rejoins pleinement dans l'idée montez votre boîte, créez de l'économie. Oui. De l'économie honnête, de l'économie propre, en déclarant aussi, en contribuant au collectif, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est important. C'est bien beau de travailler sans peut-être pas toujours tout déclarer, mais on est une société française où... on va rentrer dans les clichés, on va dire que certaines professions font des choses là. Non, mais si on vous écoute, après on va interpréter un peu. On est vraiment sur de la création d'activité. Je comprends. On est vraiment sur de la création de l'activité, de l'économie, bien sûr. D'embaucher, de former aussi des apprentis. Le bâtiment, c'est pas la restauration. Non, pardon. C'est vous qui dites. Oui, non, mais non, pardon. D'accord. Le bâtiment, c'est quand même beaucoup d'indépendants, c'est beaucoup de... Dites-nous quels sont les avantages à devenir un artisan et un travailleur indépendant qui crée sa société. Il n'y a pas que des inconvénients, c'est pas vrai. Moi, j'en vois beaucoup qui s'épanouissent beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut leur dire qui va les attirer, qui va les faire venir ? J'ai envie de dire une forme de liberté. Oui, carrément. Je vous cache pas que chef d'entreprise, si on a envie de prendre le mercredi après-midi pour aller voir, je sais pas, n'importe quoi. Ouais, le match de basket. S'occuper des enfants, s'occuper des enfants. Voilà, on a besoin de demander à personne. Ouais. Après, être chef d'entreprise, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même être le premier à l'entreprise le matin et le dernier à en partir. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande une femme ou une conjointe qui comprend ce métier aussi. Oui. C'est très important parce qu'on y passe énormément de temps. On a des clients aussi qui sont là, qui ne sont que chez eux le soir à partir de 19h, donc on peut aller chez eux qu'à ce moment-là. Donc oui, ça demande beaucoup de temps. Jusqu'au moment où on trouve son numéro 2 parfois, à qui on peut déléguer des choses, mais c'est très compliqué, ça prend du temps. Oui, ça prend énormément de temps. On dit que le premier salarié est difficile à avoir. Oui, parce qu'il faut instaurer une confiance. Une confiance mutuelle, que le salarié ait confiance en son patron et que le patron ait confiance en son salarié. Ouais, ça met un petit peu de temps, mais après, ça peut très très bien marcher par contre. Oui, et puis après, il faut faire rentrer un ou une administratif. Parce qu'on va voir un technicien, 2 techniciens, on va avoir besoin de quelqu'un qui gère la partie administrative. C'est essentiel aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. On a de plus alors nous, côté CAPEB, sur 740 adhérents, on en a à peu près 40% qui travaillent seuls. D'accord. Je ne sais pas comment ils font pour gérer la partie opérationnelle, gestion des chantiers, la partie commerciale, je vais voir le client, la partie négociation des tarifs avec les fournisseurs, la partie administrative et comptable. Je ne sais pas comment ils font seuls. Et on a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont un salarié technique sur le chantier et qui prennent des secrétaires à mi-temps ou des secrétaires partagés. Parce qu'aujourd'hui, le temps passé au bureau est exponentiel. Et sans une gestion administrative et le papier qu'il faut au bon endroit et le bon tampon, une entreprise peut vite se retrouver en difficulté. Oui, ça ils me le disent tous. Il y a beaucoup de paperasse, de papiers, de formulaires, d'obligations, de normes. Dans votre environnement, il y a beaucoup de normes qui se rajoutent quasiment tous les 6 mois. Il y a de nouvelles normes qui arrivent actuellement, non ? Oui, c'est souvent. Oui. C'est un combat de la CAPEB, ça, c'était de dire vous en rajoutez une, vous en enlevez 5. Oui. C'est ce qu'on demandait. Mais oui. Mais bon, c'est compliqué. D'accord. Ces aides du gouvernement, est-ce que vraiment elles aident le marché ? Est-ce que je veux dire vraiment contraindre les gens à faire des travaux, c'est une aide ou c'est un handicap ? Ça ne les rend pas plus difficiles les travaux quelque part ou Non, elles les rendent pas plus difficiles. Et aujourd'hui, oui, on a eu un développement du bâtiment, de la rénovation énergétique qui s'est développé grâce à ça. Toutes ces aides que l'État a mis en place, ça nous a donné de l'élan dans les chantiers de rénovation énergétique.
Sans ça, je crois pas qu'il y aurait eu autant de maisons isolées ou autant de modes de chauffage de changer. Contrairement, après, c'est une grosse difficulté pour nous artisans parce que les aides, il faut souvent les attendre. Et c'est des difficultés de trésorerie. C'est vous qui avancez la trésorerie, c'est pas le très souvent. D'accord. Parce que voilà, les structures ou la façon de faire est pas bien déterminée. Les budgets sont donnés ou pas donnés à certaines périodes. Donc ouais, c'est très très compliqué. D'accord. Donc je savais pas du tout ça. C'est le prestataire qui fait banque de l'État en fait. Ah oui, malheureusement. Enfin, les montants d'aide peuvent être importants, et tant mieux, parce que ça aide vraiment les ménages. Sauf que du coup, les ménages n'ont pas les moyens de faire l'avance, et qu'aujourd'hui, on est dans des situations très compliquées. Et d'ailleurs, on a fait une réunion avec les acteurs locaux des aides à la rénovation, ANA, ADI, le département, Solia, etc., pour les alerter en disant que les entreprises ne peuvent pas faire le banquier des clients et ne peuvent pas attendre. On est entre 6 et 9 mois au bas mot. Oui, parce que commercialement, pour les arranger, pour rentrer dans le chantier, on va dire, Mais vous avance le client n'a pas récupéré les aides, donc le client ne peut pas payer l'artisan. Donc effectivement, il y a... c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. D'accord. Donc il y a des systèmes qui, soi-disant, existent. On a les systèmes de prêt à taux zéro qui sont possibles par les banques, mais qui sont très compliqués à mettre en place. Les banques, clairement, sont pas fans de ces prêts à taux zéro. Et pourtant, les entreprises en ont grandement besoin, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une entreprise comme Benoît, c'est pas un seul chantier aidé qu'il traite. C'est 4, 5, 6, 10 à l'année. Donc s'il doit faire l'avance de 10 chantiers pendant 8-10 mois, c'est toute une trésorerie qui est mise à mal. Oui, qui est facturée par la banque. Et exactement. Oui, facturée par la banque. Et puis on a réglé nos matériaux, on a réglé nos salariés, bien sûr. On a payé nos charges, bien sûr. Et de là, il y a encore 3 mois comme ça où on attend encore que notre chantier soit réglé. Donc c'est très 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 compliqué. Non, ça je comprends. Ok, donc oui, donc les aides c'est bien, mais c'est pas la panacée non plus, quoi. Okay. Ouais, il faut faire très attention. Ouais. Ok, bon, le secteur du bâtiment. Actuellement, ça va ou ça va pas? Parce qu'on entend plusieurs sons de cloche. On a entendu, comme j'avais dit un peu en préambule, qu'il y avait une crise du bâtiment qui était liée à l'arrêt par les structures étatiques des gros chantiers. Donc il y avait une répercussion qui se faisait au niveau des petits. En même temps, on entend que tout le monde change sa pompe à chaleur ou isole son toit et autres. En fait, on est où? Alors ces chantiers-là sont dans des travaux aidés, donc il y en a encore. Concrètement, depuis début d'année 2025, il y a une baisse. Il y a une baisse de la demande, il y a une baisse des artisans qui rentrent du chantier, des devis signés, il y en a de moins en moins, parce que tout simplement, aujourd'hui on est 4 ans après le Covid, et les matériaux ont augmenté. Ils se sont stabilisés, ils ne sont pas forcément redescendus, pas pour tous. Et aujourd'hui, quand vous comptabilisez tout à la fin, pour faire une pièce, ça va très très vite. Et donc, les gens ont moins les moyens, en fait. Alors, comment ça se fait qu'il manque autant de main-d'œuvre et qu'on ne puisse pas trouver un plombier ou un plâtrier avant moins de 6 mois? Tout simplement, c'est que... parce que l'artisan, il a toujours de l'avance. Et moi, ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que, vous savez, il y a des semaines où on va faire 10 devis, et on va en avoir 8 de signés. Et l'autre semaine qui suit, on va faire 10 devis et 2 seulement vont revenir signés. Donc quand on nous demande un devis, on ne sait pas s'il va revenir signé en fait. Et c'est de là où des fois on va avoir énormément de travail, donc énormément d'avance, et puis mais qui va combler aussi ces mois où on va rentrer très peu de devis. Voilà. Donc des fois, c'est ce qui peut expliquer le delta temps d'intervention chez un client. Bon, écoutez, là au moins, vous savez que à la CAPEB, il y a des vrais professionnels qui connaissent le secteur. Ce sont des gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui ont vraiment des retours du terrain. Vous avez Magali qui tient son truc. Là, je pense que vous pouvez la voir. Elle va vous dire... Elle avait passé du monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les mois, les années qui viennent? Que les entreprises se portent bien, ça c'est la base principale, et qu'il y ait du travail pour elles, et déjà ça sera énorme. Et puis vous allez vous aider, investissez un peu là dans vos CPF, allez les voir pour qu'ils vous aident à faire votre communication et tout ça. À tout le monde, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.